Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaire que vous pouvez suivre, je vous le rappelle, chaque semaine, mais c'est important, non seulement dans votre poste radio, mais vous pouvez aussi nous suivre en direct sur Facebook Live, donner vos commentaires que nous suivons en direct à l'antenne. Et n'oubliez pas aussi que la vidéo est accessible sur notre page Facebook pendant tout le week-end et vous êtes chaque fois plus nombreux. Aujourd'hui, c'est le Café des Sports. Si tu aimes Radio Foot, tape les mains. Si tu aimes Café des Sports, tape les mains. Si tu aimes Alejandro, si tu aimes Valentin, si tu aimes LGF, tape les mains. Alors pourquoi ? Eh bien parce que je ne pensais pas avoir à dire ça un jour dans Radio Foot International, mais ce café est un petit peu spécial puisque c'est le dernier d'Alejandro Valente, le dernier de notre cher Jefe. Il va se reposer, je crois que c'est bien mérité après 40 années à passer à RFI, mais ça sera un futur retraité le 1er avril prochain et malheureusement c'est pas un poisson, Alejandro. C'est pas un poisson, mais bon, c'est la vie qui continue et de toute façon je vais rejoindre nos amis qui nous écrivent régulièrement en tant qu'auditeurs de ce Café des Sports. On lira vos messages. Alors j'ai calculé, Alejandro Valente, parce que vous êtes dans ce Café des Sports depuis le premier numéro, le 1er novembre 2010, avec nos compagnons qui sont là aujourd'hui, et je les présente parce qu'ils sont là aussi pour vous accompagner aujourd'hui, Xavier Barré et Rémi Ngono. Ça va Rémi ? Non. Rémi, je pense qu'il va pleurer lui aussi. En tout cas, en 11 ans et demi, Alejandro, j'ai fait un petit calcul rapide, 742 Cafés des Sports avec ces énergumènes qui sont là, qui vous entourent, nous tous. Et en plus, je cite même pas toutes les émissions auxquelles vous avez participé. Quand c'était les vacances, quand on parlait du Barça, quand on parlait de Messi. Je remercie le Barça d'avoir mis 4 buts au Real Madrid et ça me permet de partir en beauté. Non déplaise à Rémi. Aujourd'hui, vous dites rien, Rémi. Aujourd'hui, c'est le roi. En tout cas, je sais pas si on va vous manquer, mais vous, c'est sûr que vous allez nous manquer. Vous allez beaucoup me manquer et nos auditeurs aussi. Mais bon, comme je vous dis, on va continuer à se voir et à s'écouter. Évidemment. En tout cas, nous parlerons une dernière fois football avec vous, Alejandro, et ça sera un plaisir. Et nous commencerons par une triste nouvelle. Ciao Italia. L'Italie, une nouvelle fois grande absente de la Coupe du Monde, comme en 2018. Une catastrophe pour cette squadra azzurra, sacrée championne d'Europe seulement en juin dernier, on s'en souvient. Les Italiens sont abasourdis, sortis des barrages par la Macédoine du Nord, qui retrouvera le Portugal pour une seule place de mondialiste. En Afrique, 5 places pour 10 barragistes. Les principales nations du continent sont là, prêtes pour la première manche déjà décisive. Coup d'envoi aujourd'hui des matchs allés et vos pronostics. Pour une fois, on va se mouiller dans Radio Foot. Bleu et éléphant en bord de Méditerranée. Le stade Vélodrome sera plein pour recevoir l'équipe de France et la sélection de Côte d'Ivoire ce soir, même si l'enjeu n'est qu'amical. Dans la tête de certains Marseillais, vous l'entendrez, plane toujours un ancien Ivoirien de l'OM, un certain Didier Drogba, bien sûr. Il y aura nos cartons et les vôtres. Le Café des Sports, Alejandro, c'est vous qui lancez aujourd'hui. Le Café des Sports, c'est parti. Le Café des Sports, c'est parti. Un Café des Sports, je vous l'ai dit, un petit peu spécial. Oui, Saïd du Bénin. Je tiens à donner mon carton vert à ce temps. Alejandro, ouais, tu mérites. Et tu vas beaucoup me manquer. Et merci beaucoup pour ce bon moment partagé avec toi. Et aux autres de l'équipe, je vous salue. Merci. Ciao. Alejandro Valente, El Jefe, tu vas nous manquer. Ici Nixon Sonab en direct de Kinshasa en République démocratique du Congo. Tu es et tu resteras toujours le plus doux, l'arbitre le plus correct des Radio Foot. Bonjour Radio Foot International. Désolé pour l'obscurité de ma vidéo. Il fait encore nuit ici, il est 5 h du matin, je me suis levé tôt. Je me suis dit pour rien au monde je ne manquerai l'occasion de dire au revoir à ce monument, à ce géant,
le RFI. Depuis des années, j'écoute Radio Foot International. Depuis que j'étais au Togo, ensuite je suis venu aux États-Unis il y a de cela 7 ans. Je suis devenu citoyen américain, mais malgré tout, je n'ai raté jamais une émission de Radio Foot International. La dernière fois, j'écoutais Appel sur l'actualité. Quand j'ai appris que le RFI partait en retraite, j'étais sous le choc, j'étais sous l'émotion. Une chose que j'apprécie beaucoup chez ce monsieur, c'est que malgré son penchant pour le FC Barcelone, ses analyses sont toujours objectives. C'est un monsieur qui m'inspire beaucoup. Merci Pucho, RFI, merci. Même si le Real Madrid, c'est le club de mon cœur, le meilleur club du monde, je vous ai toujours apprécié. Je crois que le vouvoiement est le bienvenu ici parce que vous êtes à respecter. Merci et bon vent, Alejandro. Salut Alejandro, je ne sais pas comment tu comptes t'occuper avec ta retraite, mais que ce soit du temps passé en famille, des voyages, quoi que ça puisse être vraiment, je te souhaite le meilleur et tu nous as bercé avec ta voix. C'est Alejandro, vous allez nous manquer depuis des années, vous nous faites plaisir de cette émission. Oh Monsieur Valentin, bonne retraite à vous. Eh ben, c'est impressionnant. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Merci à tous. Et évidemment, tous ceux qui nous écrivent aussi et qui envoient sans arrêt des messages. Merci. Ça a été un bonheur et un plaisir de parler football avec tous ces amis par le monde. Le football est un outil qui unit les peuples, qui crée des liens au-delà des frontières. Et je pense qu'en ce moment, plus que jamais, c'est quelque chose qui nous motive et qui nous fait plaisir. Et comme je disais, j'arrête RFI, mais je n'arrête pas le foot et je n'arrête pas d'écouter ces belles émissions. Bon, ça nous rassure. Il y a évidemment énormément de messages aujourd'hui, Alejandro, qui vous sont destinés et on en entendra tout au long de l'émission. Pour l'instant, on fait un crochet par l'Italie. La conclusione, il gol di Trajkovski. È finita, l'Italia perde 1-0 in casa contro la Macedonia del Nord. Emozioni e delusione, per la seconda volta consecutiva non andrà ai mondiali. È una vergogna, una grande vergogna. On aurait pu accepter de sortir avec le Portugal, mais avec la Macédoine. Voilà, c'est vraiment lamentable ce qui est passé hier soir. C'est vraiment lamentable pour un pays comme l'Italie. Le niveau vu hier sur le terrain, c'est pas digne d'une équipe de foot. Un stade de 30 000 places, soudain atone, une ville de Palerme, soudain atone, et sans doute toute l'Italie atone. Ce pays méditerranéen, si bruyant, si gai aussi, a plongé hier soir dans un silence glacial lorsque les joueurs de la Macédoine du Nord ont inscrit le seul but du match à la 92e minute de ce match de barrage terrible. Le cauchemar recommencé pour tous les tifosi, l'Italie pour la 3e fois de son histoire et surtout pour la 2e fois de suite consécutive. Cette Italie quadruple championne du monde et championne d'Europe, vous vous en souvenez, elle nous avait enchanté l'été dernier. Elle ne jouera pas au Qatar l'été prochain. C'est un véritable fiasco, disent les Italiens aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi? Est-ce que c'est un fiasco, l'absence de l'Italie dans un mondial? Oui, je peux dire que c'est un fiasco, vu le rang qu'occupe l'Italie, et surtout aussi c'est un fiasco pour l'Europe, parce qu'il faut quand même dire que là, on remet aussi en question la valeur même de l'euro. Lorsqu'on nous dit souvent que c'est le championnat le plus difficile à remporter,
et que l'Italie a réussi à remporter cet euro-là pour ne pas aller à la Coupe du Monde. Alors là, je vais demander à Xavier Barré, est-ce que tu ne vois pas que, justement, la Macédoine, même à la CAN, la Macédoine n'aurait pas eu à gagner contre l'Algérie, contre le Cameroun, contre certaines équipes africaines. On a vu la Guinée équatoriale faire des étincelles. Donc je dis bien, c'est le niveau de l'euro que je remets donc en question. Ceux qui nous ont dit, ceux qui sont des grands spécialistes, l'euro est très difficile à remporter, plus que la Coupe du Monde. Voilà ça, l'Italie a remporté l'euro et l'Italie ne parvient pas à se qualifier devant les fruits et légumes. Je comprends que Rémi Ngono soit un peu soulagé que le Portugal de Cristiano Ronaldo puisse se qualifier plus facilement pour la Coupe du Monde face à la Macédoine que face à l'Italie. Parce que c'est vrai qu'hier soir, il y a eu un concours de circonstances extrêmement défavorable à l'Italie. Mais s'il se souvient de ce que je disais ces derniers mois au sujet de l'Italie, moi, j'ai jamais été emballé à 100% par cette équipe d'Italie. Elle avait fait une très belle série d'invincibilité, mais elle avait rencontré que des 37. équipes de seconde catégorie. Dans son groupe de qualification, il y avait la Finlande, la Grèce et la Bosnie. Des équipes la Finlande s'est qualifiée pour l'Euro, elle a été éliminée dès le premier tour, et les autres ont disparu de la circulation des compétitions internationales ces dernières années. Lors de la phase finale, effectivement, l'Italie nous a étonnés. Moi j'y croyais pas, franchement. C'est vrai qu'ils sont allés au bout. Ils ont gagné, il faut quand même rappeler, demi-finale au tir au but, finale au tir au but. Donc, un maximum de réussite. Un concours de circonstances extrêmement favorable puisqu'ils ont joué tous leurs matchs du premier tour à Rome. Ils sont allés à Londres, ils sont revenus à Rome, ils sont allés à Londres, donc ils n'ont pas eu à faire des déplacements aux quatre coins du continent comme la plupart des autres équipes. Et effectivement, ils ont eu ce petit coup de chance en finale avec cette victoire au tir au but sur l'Angleterre. Voilà, donc ça a été, je pense que Roberto Mancini, il a tiré le maximum qu'il pouvait espérer de ce groupe-là. C'est un exploit. Pour moi, c'est un exploit ce que l'Italie a fait au dernier Euro, mais c'est au-delà de leur potentiel. Et si vous regardez l'Italie des années 90-2000... On va chercher les raisons. On va chercher les raisons, Xavier, d'ici peu. Mais Alejandro, sur la tristesse des Italiens, qui est quand même un pays passionné de foot, qui a un beau championnat, qui a pas mal de joueurs qui émergent dans ce championnat, et malgré tout, ce fiasco, encore cet échec, ça vous a surpris hier ou on les sentait un peu fébriles aussi ces derniers temps? Disons que ça faisait un moment, on avait déjà vu, c'était contre l'Irlande du Nord, combien ils avaient du mal à gagner des matchs qui semblaient à leur portée. Donc c'est une équipe qui nous inspirait quand même une certaine méfiance déjà, ses difficultés à marquer. Et puis la fébrilité des Donnarumma lors du match des Ligues des Champions contre le Real Madrid. Il nous l'avait dit, hein, Matteo Cioffi, il disait en Italie, on s'est demandé s'il y avait presque un signe et ça les a tendus un peu. Oui, et je pense que hier, et puis l'absence de Chiesa. Hier soir, quand même, Donnarumma est fautif sur le but. C'est quand même une frappe lointaine qui n'était pas d'une grande puissance, donc il est en retard. Et malgré sa grande taille, il ne parvient quand même pas à attraper ses ballons. Donc visiblement, c'était pas une réussite pour Donnarumma, qui est en grande partie responsable de ce but et donc de cette défaite. Mais pour tous les amoureux du foot, l'absence de l'Italie, c'est quand même terrible, car une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est comme une Coupe du Monde sans le Brésil ou sans l'Allemagne ou l'Argentine. Ou l'Argentine, par exemple. Alors, que s'est-il passé? La France, elle sait ce que c'est, de ne pas être dans une Coupe du Monde, mais enfin, ces derniers temps, ça va un peu mieux. Que s'est-il passé? Comment comprendre surtout ce nouvel échec, alors que cette équipe de Roberto Mancini restait quand même sur une certaine continuité, un même groupe qu'il avait essayé un peu de renouveler vu les absences. On sentait donc cette nervosité avant le match, et après le match, eh bien, Roberto Mancini était très abattu. L'été dernier, j'ai éprouvé une joie extraordinaire. Ce fut ma plus belle expérience en tant qu'entraîneur. Et là, d'un coup, c'est ma plus grosse déception. C'est difficile de parler et de penser à autre chose maintenant. Ce sera compliqué aussi dans les jours à venir. Je suis vraiment navré pour les joueurs. Mon affection pour eux est plus grande à présent qu'en juillet dernier. Depuis 3 ans, cette équipe a magnifiquement joué et mérité d'être championne d'Europe. Je suis terriblement déçu pour eux parce qu'il est injuste qu'ils ne disputent pas le mondial une nouvelle fois. Mais c'est le football. Je ne sais pas quoi dire sur ce match qui n'aurait pas dû se terminer de la même façon que contre la Suisse. Quand on perd, on doit subir et rester silencieux. L'entraîneur est le premier responsable et j'en souffre. Xavier Barré, Roberto Mancini, effectivement, premier responsable, mais pas seul responsable, c'est ce qu'on peut sans doute se dire. Il y avait des signes avant-coureurs, parce que depuis 2006,
leur dernière victoire en Coupe du Monde. En 2010 et 2014, on a regardé avec Pierre Guérin, ils ne sortent pas de la poule. Et finalement, le mal, ils ratent la Coupe du Monde en plus en 2018. Le mal a l'air profond malgré tout. Mais le football italien est en fait en crise, et ce depuis de nombreuses années. Parce que dans les années 90, ils sont champions d'Europe espoir. 92, 1992, 1994, 1996, 2000, 2004. Donc vous avez en une décennie 5 générations de jeunes Italiens qui sont champions d'Europe. Et donc, logiquement, ils vont en finale de l'Euro 2000, ils gagnent la Coupe du Monde 2006. Depuis depuis 2004, en fait, ils n'ont plus jamais remporté le championnat d'Europe espoir. Dans les catégories de jeunes, ils gagnent plus rien. C'est les Français qui gagnent, les Anglais, les Espagnols, bien sûr, les Portugais, mais les Italiens ne gagnent jamais. Donc, il n'y a plus de talent comme il y a eu par le passé dans l'équipe d'Italie. C'est pour ça que ce qu'a réussi à faire Mancini en construisant cette équipe avec des joueurs moins talentueux, c'est extraordinaire parce qu'ils n'ont pas la qualité pour arriver au titre suprême. Et surtout, et c'est ça qui est encore plus inquiétant, c'est que quand vous regardez les effectifs de la Serie A, le championnat d'Italie, il n'y a que 33% de joueurs sélectionnables. C'est-à-dire que les 2 tiers des joueurs alignés dans les équipes, la Juve, Milan, l'Inter, tout ça, ce sont des joueurs étrangers. Donc ils peuvent pas. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs étrangers et italiens à l'étranger. Il y a Verratti et Donnarumma, effectivement. Mais il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas en Première Ligue, il n'y en a pas en Liga ou exceptionnellement. Donc c'est un football aujourd'hui qui ne produit plus de joueurs de qualité comme il a pu le faire par le passé. Je me souviens que c'était un peu le problème de l'Angleterre aussi, qui pareil, il y a tellement de joueurs étrangers dans son championnat. C'est pas du tout la même situation. C'est la même situation. Tu peux me citer le nombre de joueurs de la Ligue 1 qui sont en France? Mais non, les joueurs des Bleus qui sont en France, en Ligue 1, non, il n'y en a pas, à part Mbappé et tout. Donc, attends, mais néanmoins, la France a pu remporter la Coupe du Monde. Il faut laisser ça. Et au-delà de ça, quand tu dis que c'est des joueurs qui... Bon, d'ailleurs, tu as dit quelque chose qui n'était pas vrai, à savoir qu'ils n'ont jamais gagné contre les grandes équipes. Il faut quand même se dire que dans la série de 42 matchs, il n'y a que 4 défaites. Et sur les 4 défaites, vous allez voir qu'il y a une défaite contre la France, bien évidemment, un match amical, 3-1. Mais à part ça, vous allez voir que l'Italie a quand même réussi à dominer des nations comme l'Angleterre, comme la Belgique, qui était première nation au classement FIFA. Phase finale. Et ainsi de suite. En phase finale. Je veux donc te dire qu'ils n'ont eu que 4 défaites. Depuis très longtemps. Et après 4 défaites. Maintenant, quand on essaie de regarder ce qu'ils ont fait, bien évidemment, ils avaient 32 tirs, ils avaient 16 corners. Certes, ils n'ont pas été efficaces au niveau de la surface de réparation, mais quand on essaie de regarder aussi d'autres équipes, la Macédoine du Nord n'avait pas joué contre l'Allemagne. Est-ce que tu peux me rappeler le score? C'est pas moi qui ai... Voilà. Est-ce que l'Allemagne n'a pas une bonne formation? L'Allemagne a une bonne formation. C'est qu'en fait, la Macédoine du Nord joue regroupée. Quand la Macédoine du Nord joue regroupée, il se retrouve que l'Italie, qui a des petits gabarits et qui avait profité de ça, c'est-à-dire avec des équipes qui jouent un peu haut pour perforer en contre-attaque, l'Italie s'est retrouvée en immobilité, bien qu'ayant quelqu'un qui s'appelle Immobile. Donc, finalement, avec un signé qui n'avait plus de signes de vie, l'Italie ne connaissait plus son niveau de football. Alejandro, est-ce que ça fait réagir l'Italie? Beaucoup, beaucoup. Il y a surtout Donnarumma qui est pointé, par exemple, par Michel Djou. Beaucoup de critiques, l'absence de but également. Ben oui, l'absence de buteur aussi. C'est l'autre problème qui est pointé par nos internautes. Et voilà, et Jarfardim Benaglio, par exemple, dit qu'ils ne sont pas efficaces devant le but, ils ont un problème de finition. Ben oui. Et si on observe leur parcours depuis l'Euro, ils ne séduisent plus dans le milieu du football. Alejandro, juste pour clore ce sujet, de toute façon, on y reviendra évidemment la semaine prochaine, d'autant plus qu'en Italie, il va y avoir des conséquences certainement, mais aussi, on reparlera du match, mais quand même, un petit mot sur la Macédoine qui rencontre le Portugal. Est-ce qu'elle peut les surprendre? Écoute, ils sont prévenus. Enfin, on a vu que c'était une équipe assez limitée, mais qui avait beaucoup de cœur. J'ai remarqué à chaque fois qu'ils prenaient le ballon, ils semblaient aller plus vite et avec plus d'envie que les Italiens. Ils allaient droit au but, ils défendaient de manière très solidaire, ça fonctionnait comme une vraie équipe. Et vu le niveau de ce qu'a produit les Portugais hier face à la Turquie, tout est possible, je pense. On y reviendra sur cette Macédoine. À noter quand même que le buteur du côté macédonien avait joué à Palerme. Je crois qu'il connaissait bien la pelouse, il connaissait bien le stade. En tout cas, l'Italie est dans une profonde tristesse.
On continue, on va effleurer le sujet parce que les matchs commencent maintenant, mais on va parler de ces barrages qui concernent l'Afrique. Alors là aussi, ça sera couperé. On a 10 sélections sur la ligne de départ. Il n'y en aura que 5 qualifiés à l'arrivée. Sur certains continents, on le sait, ces éliminatoires sont très cruels et parfois un crève-cœur de voir des grandes nations être mises de côté en vue de la Coupe du Monde. Et évidemment, c'est le cas de l'Italie, mais aussi d'autres pays. On pense à la Côte d'Ivoire qui, par exemple, ne peut même pas jouer les barrages. Les barrages, en tout cas, commencent dès ce soir et vous pourrez retrouver dès 21h10 en temps universel sur notre antenne le service des sports qui vous tiendra au courant de tout ce qui se passe sur ces 5 pelouses où il y a des matchs. En tout cas, ce ne sont que des matchs allés. Mais Xavier Barré, c'est déjà important, non, de prendre une option dès le match aller. Je pense bien aux champions d'Afrique qui jouent en Égypte, le Sénégal, l'Algérie qui joue au Cameroun, la Tunisie au Mali, le Maroc en RDC et le Nigeria au Ghana. Surtout que dans la zone Afrique, on a maintenu la règle des buts à l'extérieur qui comptent double. Donc, par exemple, si le Cameroun gagne 2-1 et que l'Algérie au retour gagne 1-0, c'est l'Algérie qui se qualifiera. Alors qu'on a supprimé cette règle, par exemple, en Europe, en tout cas dans les coupes européennes des clubs. Donc, il y a, sélection. Oui, et sélection. Donc, il y a cet élément qui reste très important. C'est-à-dire qu'au match aller, il ne faut surtout pas prendre de but de la part de l'adversaire qui vient vous visiter. Sinon, vous avez déjà un handicap. Donc, est-ce que ça va libérer la créativité ou plutôt freiner? En Europe, on a supprimé le but à l'extérieur justement parce que ça avait tendance à freiner un peu la créativité. On va voir ce qui va se passer lors de ces barrages allés. Mais c'est certain qu'il y a ce premier élément qui est extrêmement important, ne pas prendre de but à la maison. Alejandro, on a des sacrés chocs en plus. Oui, des beaux chocs, d'autant qu'il est déjà en cours. Il reste encore plus de 20 minutes à jouer, mais la RDC mène toujours 1-0 face au Maroc. Mais évidemment, on pense surtout au choc entre l'Égypte et le Sénégal, qui est la revanche quand même de la finale de la CAN, ou à ce fameux match entre le Cameroun et l'Algérie, qui est aussi très explosif. Donc oui, des très beaux chocs. Rémi, un petit mot, dites-nous un petit mot, c'est sur ce Cameroun quand même. Ce Cameroun qui arrive et qui reçoit l'Algérie, c'est déjà un gros morceau, mais avec Rigobert Song en plus. Rigobert Song, l'avantage, c'est qu'il connaît l'Algérie. Et l'avantage également, même si le Cameroun a perdu quelques éléments, tels que Ngamale, tels que Zambouanguissa, le Cameroun a quand même des armes pour pouvoir se défendre à domicile. Et il faut quand même se dire que les Lions indomptables n'ont pas été battus à domicile depuis fort longtemps. Et lorsqu'on voit d'ailleurs les confrontations... C'est 51 matchs, c'est ça? Oui, et quand on voit surtout les confrontations en match officiel contre l'Algérie depuis 1984, les Algériens n'ont jamais battu les Camerounais. C'est-à-dire que si on voit les 7 derniers matchs, eh bien, ça fait pratiquement 4 victoires et 3 matchs nuls. Et puis, les Camerounais comptent sur les 2 meilleurs buteurs de la dernière CAN. Voilà, donc Vincent c'est comme Aboubacar ça. Et malheureusement, je ne vais pas faire comme Belmadi qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Mais cependant, je voudrais que pour la première sélection de Rigobert Song, qu'il puisse montrer qu'il peut rugir, même au banc comme il rugissait sur le terrain. Mais moi, je ne vais pas seulement rugir avec ma bouche, comme j'ai vu certains supporters algériens dire déjà qu'ils allaient gagner, broyer au Cameroun et tout, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que quand on met le fusil dans sa bouche, on devient sa première cible. Rémi, on va s'amuser aujourd'hui. Pronostic de ces 10 équipes, lesquelles vous voyez les 5 passer et être à la prochaine Coupe du Monde? À la prochaine Coupe du Monde, je vois le Cameroun, c'est-à-dire qui peut éliminer l'Algérie. Je vois le Sénégal qui, bien sûr, va souffrir un peu en Égypte, beaucoup en Égypte, et aussi au match retour, mais va finir par passer. Je vois aussi, Cameroun, justement, je vois le Nigeria passer parce que le Nigeria, ils ont récupéré quand même un Osimhen qui est actuellement un très très grand buteur parce qu'on voit quand même ces deux, du côté de Naples, deux doublés. Et puis, ils ont quand même aussi Gallo qui revient très très fort avec son triplé. Et puis, je vois aussi du côté du Maroc un match beaucoup serré avec la RDC. La RDC, pour l'instant, est en train de mener, mais compte tenu du fait que le Maroc, parfois, est intraitable à domicile, c'est pour ça que j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup entre la RDC et le Maroc, mais le Maroc a une superbe équipe qui, ma foi, est dangereuse. Et maintenant... Tunisie-Mali. Tunisie-Mali, je vois le Mali. Et vous, Xavier?
Bon, Mali, Nigeria, Maroc. Et Vous puis êtes alors, sur d'accord? les deux derniers, Cameroun, Algérie, j'avoue, j'ai du mal à me prononcer. Et pareil pour Égypte, Sénégal, c'est tellement serré. Je sais pas, je dirais Cameroun, Égypte, comme je dirais Sénégal, Algérie. Donc là, je mets joker. C'est trop compliqué. C'est trop dur. Trop compliqué. Vous êtes partagé. Alejandro? Bah, moi, j'ai assez confiance au Sénégal. J'ai fait assez confiance au Sénégal et au Nigeria. Qui joue à domicile au retour, hein. Qui C'est joue à peut-être domicile au match un retour. petit avantage. Je suis plus hésitant sur les autres matchs. J'ai quand même bon espoir que le Mali, les Cameroun et la RDC puissent aller au bout, même si ça ne va pas être facile. Après, pour nos auditeurs, c'est très partagé, surtout sur les Cameroun. Il y a des avis un peu hésitants. Il y a par exemple Johnny Ngang qui dit « C'est clair qu'on ne pourra pas juger Rigobert Song sur ses barrages. C'est un cadeau empoisonné. » C'est un peu un avis assez partagé par les auditeurs camerounais, en tout cas. On verra ça donc ces prochaines heures et RFI sera très présent autour de ces matchs de barrage. On va continuer en parlant d'une équipe africaine, mais on redonne la parole à nos auditeurs. Café des sports, bonjour, bonjour. C'est Raphaël Intélé depuis Kinshasa, RDC. Je voudrais adresser mon carton vers à Réfé pour ses bons et loyaux services à Radio Foot International. Merci, merci. Pour Radio Foot International, Mamadou Alimouli de Guinée-Conakry. Je donne un carton vert à Papa Alejandro Valente qui va nous manquer. Bon vent, Papa Alejandro. Bonsoir, Radio Foot International. Ici, c'est Tito Spencer depuis Lomé. Je donne un carton vert à Alejandro Valente pour toutes ces années de service. Merci, merci, Chefe. Merci, Chefe, on t'aime. Ciao. Bonsoir, Radio Foot. Bonsoir à toute l'équipe. Aruna Diallo de Conakry. Bon, juste pour souhaiter bon vent à notre Alejandro qui veut nous quitter. Je suis vraiment triste. Pour la première fois, je suis supporter argentin. Vamonos Argentine. Bon courage et bon vent à toi. Salut Radio Foot International, Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Bonne retraite à notre El Jefe, vraiment tu vas nous manquer. Avec votre voix unique et votre neutralité entre Xavier Barré et Rémi Ngono et votre précision sur les questions des auditeurs de l'appel sur l'actualité. Merci beaucoup. Et bonjour le Café des Sports, là je suis en plein boulot, je fais cette vidéo spéciale pour notre chef Alejandro Valente qui prend enfin une très bonne retraite. Je suis madrilène, je m'appelle Rodrigue, originaire du Burkina Faso, je suis plus précisément dans la ville de Sens. Et une bonne retraite pour toi parce que le Barça vient enfin de gagner face au Real Madrid. Merci et bon café à vous. Bye. Bonjour Radio Foot, Luc Christophe Conakry. Je donne 2 cartons. Le premier, il est vert et c'est pour monsieur Alejandro Valente, pour tous les loyaux services rendus à RFI et à nous autres, particulièrement nous les fans de foot et du sport en général. Le second, il est rouge. C'est pour RFI qui devait envoyer Rémi Ngono à la retraite et nous garder notre chef quand même. Merci et bon vent au chef pour sa nouvelle vie. C'est Matarnia depuis Dakar, Sénégal. Carton vert à Alejandro El Jefe, le copain de Rémi Ngono, le Barcelonais. Même si je suis madrilène, carton vert et bonne retraite. Tu vas nous manquer. Vous voyez Alejandro, hein, c'est pas grave que vous allez Si à chaque fois que je pars à la retraite, le Barça bat le Real Madrid, je suis prêt à recommencer. Partir souvent. Et vous dites, vous avez suivi certains auditeurs et téléspectateurs et disent que merci pour sa neutralité. Sa neutralité. Et il vient se trahir, il dit que je suis capable de revenir. Chers téléspectateurs, enfin un aveu. Le jour de sa retraite, il avoue qu'il était un arbitre barcelonais. Le jour où on part, on a le droit de se lâcher un petit peu. Allez, nous on fait un petit crochet par Marseille pour au chevet des Bleus et des éléphants. Ceux qui ont grandi dans les flammes n'ont pas peur du feu. Allez les Bleus. La bande de réparation, la frappe et le but, l'ouverture du score. C'est
avec Alain Gradel. On l'avait vu plusieurs fois côté droit. Il avait offert plusieurs centres. Eh bien, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas attendu longtemps. Mais ce fut rapide, messieurs. 5e minute et l'ouverture du score. Ils avaient dû se perdre un peu en route, nos Bleus, parce que nos confrères de la Provence ont compté les jours. Cela fait 2000 jours que l'équipe de France n'était pas passée par Marseille et par le stade Vélodrome. Alors, le dernier match à Marseille, on s'en souvient parce qu'en plus, Radio Foot y était. Nous étions allés là-bas. C'était pendant l'Euro et c'était une demi-finale entre la France et l'Allemagne. On s'en souvient tous ici. Et la France avait éliminé l'Allemagne. Championne du monde. Championne du monde en titre, et c'était le début d'une belle aventure pour cette équipe, même si elle allait perdre en finale l'équipe de France. En tout cas, la ferveur est là, et sans doute sera-t-elle encore au rendez-vous pour encourager Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez et tous nos Bleus, et Kylian Mbappé si il n'est pas trop souffrant et qu'il peut jouer. Ce soir, ce sont donc les éléphants qui sont l'adversaire. Les confrontations entre équipe européenne et équipe africaine, équipe de France et équipe d'Afrique sont assez rares, malheureusement. Et écoutez-le, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, que nous avons rencontré cette semaine à Clairefontaine avec Antoine Grenier, il le regrette. Je ne peux pas dire que c'est un regret. Après, aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde. Pour avoir parlé avec quelques-uns de mes homologues qui sont sélectionneurs d'équipes africaines, pour eux, oui, c'est un manque. C'est plus qu'un regret, c'est un manque d'être confronté au niveau européen et mondial. Mais c'est pas évident, hein, sincèrement, pour différentes raisons. Aujourd'hui, de par, les calendriers, les obligations des uns et des autres, c'était peut-être plus le cas il y a quelques années, mais depuis 4-5 ans, c'est plus difficile. Dommage, mais aussi préjudiciable pour les équipes africaines, nous dit Didier Deschamps. C'est ce que vous pensez, Rémi? Et on pense, alors là, il y avait eu un France-Côte d'Ivoire à Lens, c'était en 2017, si je ne me trompe pas, avant la Coupe du Monde. Là, par exemple, on vient de voir le Kosovo qui était confronté au Burkina Faso, qui est une équipe qui a terminé 4e de la dernière CAN et qui a pris 5-0. Alors, pareil, dans un contexte de match amical. Mais est-ce que ça manque aux sélections africaines de se confronter avant un mondial? Oui, ça manque, mais en même temps, on ne peut pas prendre le match du Burkina Faso comme un match de référence. Autrement dit... Non, ils vont jouer contre la Belgique après. Voilà, moi, je pourrais prendre aussi le Sénégal qui bat la France. Je pourrais prendre, par exemple, la confrontation à la France. D'ailleurs, c'est là où Marc-Vivien Foué meurt au stade de Gerland. On n'a pas eu une grande différence entre la France et les équipes africaines. Les équipes africaines ont un très bon niveau, mais sauf que peut-être c'est des équipes, les sélections africaines ont de très bons niveaux. Mais d'ailleurs, même quand l'équipe d'Italie remportait la Coupe du Monde de 1982, c'est le Cameroun qui devait passer. Ils étaient dans la même poule. Eux tous, ils avaient eu 3 points, alors que les joueurs camerounais n'étaient même pas des professionnels. Moi, je dis quand même que c'est vrai que le contexte parfois de ce qu'on appelle le classement FIFA défavorise les équipes africaines, mais quand il y a des confrontations comme ça, c'est au moins à partir de là qu'on devrait donc faire le vrai classement FIFA, à dire que oui, les équipes européennes ont bel et bien rencontré les équipes africaines, et là on juge le niveau. Pas seulement qu'on nous dise que bon, la Belgique, numéro 1 mondial, qui n'a jamais rien gagné, mais qui est toujours supérieure à toutes les équipes africaines. Je ne suis pas convaincu que la Belgique soit capable d'écraser les équipes africaines. Absolument pas. On parle entre écraser et avoir des confrontations. Parce oui, que là, c'est le plutôt débat, se mesurer. Voilà, se mesurer. Alors là, ce qu'a évoqué Didier Deschamps, c'est très vrai, c'est qu'aujourd'hui, les calendriers sont déjà surchargés. Et surtout, il y a une règle FIFA qui, pour les matchs amicaux, autorise les clubs à libérer les joueurs seulement pour des matchs amicaux dans la confédération où évolue leur club. C'est-à-dire que si on pousse la règle à l'extrême, l'équipe de France pourrait accepter d'aller jouer au Sénégal ou au Congo, mais les clubs pourraient empêcher les joueurs d'y aller. Parce que voilà, il y a cette règle. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de sélections africaines viennent jouer leurs matchs amicaux en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre, et les sélections sud-américaines aussi. Le Brésil, l'Argentine viennent régulièrement jouer à Wembley, à Genève ou ailleurs, parce qu'il y a cette règle FIFA. Donc c'est effectivement très compliqué d'organiser ces matchs internationaux. Et d'un autre côté, c'est aussi ça qui fait le sel de la Coupe du Monde, c'est que là, on a ces confrontations
entre les équipes africaines, européennes, sud-américaines, qu'on n'a pas le reste du Eh temps oui. et qu'on a de moins en moins parce qu'effectivement, par exemple, maintenant en Europe, il y a la Ligue des Nations qui prend ces dates qui étaient auparavant des Exactement. dates de matchs amicaux. Alors France-Côte d'Ivoire, ce sera donc ce soir au stade Vélodrome, dans une ville qui n'a pas oublié une immense star des éléphants, un jour passé par l'Olympique de Marseille. Juste une saison, hein, c'était entre 2003 et 2004, mais le grand buteur est resté dans les cœurs et dans certaines mémoires, même des plus jeunes. Écoutez ces 3 étudiants ivoiriens rencontrés par Thomas de Saint-Léger, qui est notre envoyé spécial du côté de Marseille. Il a rencontré ces jeunes qui sont membres de la fraternité des étudiants ivoiriens d'Aix-Marseille. Et Didier Drogba, ils connaissent. Qu'est-ce que Didier Drogba a laissé comme héritage à Marseille? C'est que premièrement, un Ivoirien qui arrive ici, on s'identifie à lui. En général, quand tu arrives dans un restaurant marseillaise et que tu dis que tu es ivoirien, directement Didier Drogba, et l'entente est là directement. Ça facilite déjà notre interaction, déjà, dans le climat de Marseille. Et ensuite, quelle facilité encore, c'est que rien que footballistiquement, quand on joue au foot en tant que Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire, le fait de savoir qu'il y a une légende qui est sortie de notre équipe, ça fait qu'on est un peu respecté ici. Tu vois, les gens, ils ont un peu peur en te disant que l'Ivoirien, il sait jouer au foot. Moi, je me rappelle, mon père, quand il allait en Arabie Saoudite, il a dit la Côte d'Ivoire, les gens ne connaissaient pas, ils ne voyaient pas trop. Quand il a dit Didier Drogba, tout de suite, les gens disent ah oui, Didier Drogba, football, oui, oui. Ils ont tout de suite compris. Du coup, c'est pour dire, c'est pas qu'à Marseille qu'il a suivi. Certes, il a marqué Marseille, mais après, sur le plan international, il a marqué presque tous les pays du monde entier. Même si je ne suis pas très foot, dès que tu parles de ton pays, on te dit « Ah, Didier Drogba !» Donc, du coup, tu es obligé de t'y intéresser, en fait. Donc, c'est vraiment une fierté pour l'association. C'est vraiment avec plaisir que nous sommes prêts à l'accueillir, à le recevoir et que nous représentons aussi notre pays. C'est vraiment l'opportunité de faire briller un peu les couleurs de notre pays. Voilà. Didier Drogba, légende, 55 matchs pour 32 buts, pardon, j'en enlève pas un, 32 buts. Et il y a des supporters très fidèles de l'OM qui n'oublient pas ses buts. Écoutons justement, alors vous connaissez sans doute sur les réseaux sociaux Bengus, qui est un supporter très charismatique sur les réseaux sociaux. Il a un copain qui joue au boule avec lui, pour être plus précise, un joueur de pétanque, mais qui est aussi youtubeur. Il s'appelle Hamza Sandwich aussi, c'est son surnom. Et vous allez écouter au micro de Thomas de Saint-Léger, il mime le but de Drogba. Vous ne le voyez pas parce que c'est la radio, mais je bats des bras comme ça en allant vers le poteau de corner. Et c'est ce qu'il faisait lui. Il a fait un sacré nombre de fois en marquant des buts extraordinaires. Pied gauche, pied droit, crochet intérieur. Il a fait une Drogba, on appelle ça une Drogba, c'est pas une Cristiano Ronaldo. Drogba contre Newcastle, il part seul, il marque. C'est quand tu fais le passer, le ballon il est en face de toi, le défenseur il arrive, tu fais passer le ballon de ton pied droit derrière le pied gauche, le défenseur il est au champignon, hein. Il est au sanguin. Est-ce que vous ne le voyez pas parce que c'est la radio. Vous vous souvenez de la magie Didier Drogba? Je me souviens très bien de ce but et c'est celui-là que j'allais dire spontanément quand vous m'avez posé la question. Ouais. Parce qu'effectivement, Didier Drogba, on l'a vu en Ligue 1, mais surtout cette année-là, on l'a vu en Coupe d'Europe avec l'OM qui est allé jusqu'en finale. Donc il y avait vraiment toute une passion autour de l'OM. À Marseille, elle y est tout le temps, mais là, elle y était encore plus parce qu'il y avait les résultats. Et c'est vrai qu'il a incarné cette réussite que l'OM n'a que épisodiquement retrouvé depuis, avec la finale de la Ligue Europa en 2018. Mais sinon, c'est vrai qu'on les a plus trop vus sur la scène européenne. Ouais. Rémi, vous avez un souvenir? On peut se dire que Drogba, c'est vrai qu'à l'époque, on admirait en Afrique les papins. Mais lorsqu'il est arrivé, on a quand même constaté que qu'il y avait un maître. Oui, qu'il y avait un maître et de surcroît, la façon qu'il a quand même pu s'imposer avec son physique et surtout que José Mourinho a décelé en lui un très très grand attaquant. Ça fait de telle sorte que depuis que Didier Drogba est parti, c'est vrai qu'on a eu des attaquants comme les Gignac et c'est là où vous comprenez qu'il y aura encore un Didier Drogba à Marseille. Il faudra attendre un siècle parce que franchement, il s'est imposé en un laps de temps et il est resté une légende. Oui, exactement. Il est resté une légende et il a toujours ses banderoles dans le stade Vélodrome. Alejandro, un petit mot? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire c'est le joueur qui a été fait pour évoluer à l'OM et on a senti très vite que ça prenait parfaitement. Et même s'il est resté peu de temps, je crois que son image reste à jamais associée au grand OM.
Pour terminer cette page avant d'aller vers nos cartons, juste pour vous dire, et on va l'entendre en son, que c'est peut-être la fin d'un projet dont on a beaucoup parlé ici dans Radio Foot International et dans ce Café des Sports, c'est est-ce qu'on aurait une Coupe du Monde ou pas tous les 2 ans. Antoine Grenier a discuté ce matin avec Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui était plutôt dans le rouage de Gianni Infantino. Et écoutez-le parce qu'on a l'impression qu'il enterre le projet. Le projet de Coupe du Monde tous les 2 ans n'est plus à l'ordre du jour. Il y a l'Assemblée de la FIFA la semaine prochaine là, au Qatar. C'est pas du tout inscrit. Je pense que le dossier est un peu oublié. Vous avez rencontré Gianni Infantino cette semaine. Pour vous, cette idée de Coupe du Monde tous les 2 ans, vous ne l'avez pas évoquée? Non, parce que lui ne le présentera pas. L'Assemblée de la FIFA a lieu la semaine prochaine, donc au Qatar. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que le projet est enterré ou est-ce que, comme la Super League, on le verra revenir de temps en temps? Ça risque de revenir, puisqu'il y avait eu ce même projet à l'époque de Sepp Blatter au début des années 2000. Donc après, on est dans une guerre économique entre FIFA et UEFA. La FIFA veut essayer de récupérer le marché des clubs et donc elle utilise un peu cette arme de Coupe du Monde tous les 2 ans pour essayer de prendre gagner des vous savez, comme dans les compagnies aériennes, de prendre des créneaux pour ces compétitions. Mais pour le moment, l'UEFA se défend et les autres confédérations, notamment la CAF aussi. On y reviendra peut-être, sans doute, mais en tout cas, nous, on continue, on va vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Honneur à notre réfé aujourd'hui, Alejandro Valente. C'est vous qui mettez le premier carton. En plus, c'est pas selon votre habitude. Je crois que c'est une couleur un peu foncée. Oui, j'ai choisi le rouge parce que j'étais un peu effaré en regardant la journée éliminatoire en Amérique du Sud cette nuit. Bon, vous savez, il y a l'Équateur et l'Uruguay qui ont assuré leur billet pour la Coupe du Monde, s'ajoutant au Brésil et l'Argentine qui étaient déjà qualifiés. Mais dans le match Uruguay-Pérou, il y a eu dans les arrêts de jeu peut-être but du Pérou. Le ballon, en tout cas, semble avoir franchi la ligne. Et le problème, c'est que la CONMEBOL n'avait pas prévu de goal line technologie. Donc, l'arbitre a fait appel à la VAR, mais les arbitres chargés de la VAR n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils ont estimé que le ballon n'était pas sûrement totalement rentré de l'autre côté. Et finalement, le but n'a pas été validé au grand désespoir des Péruviens. Il n'est même pas allé regarder les images. Ouais. Il n'est même pas allé regarder les images. Il a attendu comme ça, puis pof, après il a sifflé la fin du match. C'est tout à fait scandaleux ce qui s'est passé. Tout de suite, la parole à nos auditeurs, fidèles auditeurs. Bonjour Radio Foot, je m'appelle Jean-Latir Sarr depuis Dakar. Alors aujourd'hui, je crois bien que tous les cartons vont être verts et seront attribués à Alejandro Valente, El Jefe. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces années passées à RFI. Vraiment, ce fut un grand plaisir de travailler à côté de Rémi Ngono, Dany Gasnier et de Xavier Barry, le grand Barcelonais. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance et bon vent. Merci infiniment, El Jefe. Merci, le grand fan à Lionel Messi. Merci, que le Tout-Puissant vous protège de tout mal. Hey, El Jefe, bonne retraite à toi. Sois béni, sois comblé. Que ce moment de retraite soit pour toi un moment de joie, un moment de bonheur. Garde-toi bien. Un Madrilène te souhaite bonne retraite. Allez, ciao, ciao, ciao. Depuis Brazzaville. Un Madrilène qui te souhaite bonne retraite, bonne chance. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour ta vie et nous te souhaitons tout le bonheur du monde. Gabel depuis Brazzaville, Madrilène de race pure. Bonjour à la team Radio Foot International, c'est Abdoulaye Thiam depuis Dakar au Sénégal. Je tenais à donner un carton vert à notre El Jefe, Alejandro Valente. Franchement, tu as été un professionnel, tu as été gentil avec nous, surtout tes journalistes ont été pertinents aussi. Franchement, bon, on ne peut pas t'oublier et tu resteras toujours dans notre cœur. Merci. Salut à toute l'équipe, surtout à El Jefe aujourd'hui. Alejandro, c'est la dernière, vraiment bonne retraite à vous. Nous espérons que vous garderez toujours un œil ici, car vous êtes l'exception. Un proverbe africain dit «
Toute chose a une fin, sauf la banane. Elle en a deux. Et c'est vous, vous êtes cette exception-là. Vraiment, nous vous souhaitons bonne retraite, portez-vous bien. Prenez soin de vous et toute la famille. Merci. Gislain Nyakaja depuis Cotonou. Carton rouge vif au concept de la retraite. Retraite ou pas retraite, nous voulons toujours notre effet dans notre café des sports. Radio Foot International, Dr David Banteau depuis le Bénin. Je donne un carton vert à Alejandro Valente. Je lui souhaite une bonne retraite, un bon repos, Dieu veille sur lui. Maintenant qu'il est en train de partir, maintenant, on ne va pas trouver quelqu'un qui va nous aider à maîtriser Rémi, parce que Rémi Ngono est un gars très dangereux. Salut Radio Foot, c'est Rousseau Kitoko depuis Matadi en République démocratique du Congo. Je donne un carton vert à LRFA Alexandre Valente pour tout le travail qu'il a bâti au service des sports. Avec la main au cœur et d'amertume, on ne peut rien faire car il a fait son travail. Et je sais bien qu'il va donner des tactiques à Xavier Barré pour continuer toujours à barrer Rémi Ngono. Salut à tous, merci, je vous aime bien. Salut Radio Foot, salut le Café des Sports, je m'appelle Martin Guez, je suis un fidèle auditeur, hein. Je ne rate pas une seule émission dans les Alpes françaises. Je vous laisse un petit message pour saluer un grand homme, Alejandro Valente, qui part à la retraite. On le remercie évidemment de nous avoir transmis sa passion du Barça, de River Plate, évidemment de l'Argentine, de Lionel Messi, mais aussi de Diego Maradona. On lui souhaite una pura vida, comme on dit chez ses amis costariciens, et on lui fait des gros bisous. Un abrazo. Bonjour Radio Foot, c'est Houssou Malangé Fabrice depuis Ouagadougou. Je donne un carton vert à Alessandro Valente parce que aujourd'hui peut être fier de lui. Nous t'oublierons jamais. Malheureusement que tu ne sois pas en Afrique, sinon on devrait continuer à t'écouter jusqu'à tes 100 ans. Ici en Afrique, il n'y a pas de retraite. Et que personne ne parte plus en retraite, qu'on vive à l'africaine. Ciao. Oh, bonjour RFI, c'est M. Van depuis la ville de Kinshasa. En fait, mon carton jaune s'adresse à M. Alejandro Valente, qui va nous manquer énormément, les grands journalistes exceptionnels de la RFI. Oh là 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 là, nous parlerons de vous à nos enfants. En tout cas, coup de chapeau à tout ce que vous avez fait sur ce café des sports. Ça nous a énormément donné du plaisir. Alors Alejandro, évidemment, David Fitzel est très cruel. Hein, il a dû sélectionner certains cartons, mais tous les autres sont là-dedans et vous pourrez les écouter ces jours prochains quand vous aurez plus de temps. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé ces messages, et que ce soit par vidéo ou par écrit. Je suis très touché. Que vous lisiez sur la page Facebook. Allez, Xavier et Rémi, vous avez chacun 30 secondes pour dire au revoir au Ref. Et vous, ça fait pas 10 ans que vous travaillez avec lui. Hein. Au revoir, et surtout un grand merci, parce que quand j'ai commencé, moi, à France Football en 1990, El Jefe était là aussi, et c'était quelqu'un avec qui je travaillais. Et donc, ça me fait bizarre de le voir partir maintenant à la retraite. Non, mais il va revenir. Alors que pendant toutes ces années, on a travaillé ensemble, d'abord à France Foot, et puis depuis 10 ans maintenant dans cette belle maison aussi. Et donc, c'est beaucoup d'émotion de le voir partir. Merci. Muchas gracias. Rémi, à vous. Merci beaucoup. Grandeur, splendeur, hauteur, grand cœur, que de qualificatifs pour El Jefe. Cet homme que j'ai vu, pas comme El Jefe, comme on en connaît en Afrique, mais comme un grand frère, un ami, et qui souvent, à côté de moi, m'a souvent adouci. C'est vrai que quand on nous voit ici, on croit qu'on est en train de bagarrer, mais avec lui, j'aurais acquis la plus grande expérience radiophonique et télévisuelle. Merci beaucoup Alejandro. Merci à tous. Mais les auditeurs vous retrouvent demain à 9h10 temps universel avec Pierre-Édouard Deldic, et la semaine prochaine pour Radio Foot, on vous a invité. Jeudi prochain.